Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. Et il se précipita étrangement dans son cabinet de travail. Mon oncle, Otto Lidenbrock, n'était pas un méchant homme, mais à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un original. Il était professeur au Johanneum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère, une fois ou deux. Quoi qu'il en soit, c'était un véritable savant. Il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût d'un minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Moi, en ma double qualité de neveu et d'orphelin, j'étais son aide préparateur dans ses expériences. La Julie Grauben et moi, nous nous aimions avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Axel! 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 Oui, mon oncle. Regarde, Axel, quel livre! Quel livre! Eh bien, tu ne vois donc pas? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin, en furetant dans la boutique du juif Evelius. Vois, et ça c'est beau? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure! Quelle reliure! Mais ce livre, s'ouvre-t-il bien? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se ferme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui ne présente aucune brisure, même après 700 ans d'existence. Et quel est le titre de ce merveilleux volume, mon oncle? Cet ouvrage, c'est Limeskringla de Snorre Sturluson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. Vraiment? Et c'est une traduction? Allons, une traduction. Et qu'en ferais-je de ta traduction, malheureux Axel? Mais ceci est l'ouvrage original. Les caractères de ce livre sont-ils beaux? Des caractères. Mais qui te parle de caractères? Tu prends cela pour un imprimé? Mais c'est un manuscrit runique. Runique? Vas-tu maintenant me demander de t'expliquer ce mot? Les runes étaient des caractères usités autrefois en Islande, et selon la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde impie ces signes qui sont sortis de l'imagination d'un dieu. Oh! Mais quel est ce bout de papier qui vient d'en tomber, mon oncle? Qu'est-ce que c'est donc? Un vieux parchemin, enfermé depuis un temps immémorial dans ce vieux livre. C'est également les runiques. Les caractères sont absolument identiques à ceux du livre. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? C'est pourtant du vieil islandais. Je vais traduire ces runes en notre alphabet. Mais la soupe est servie! Au diable la soupe, celle qui l'a faite et ceux qui la mangent. Bien. Mais c'est à coup sûr un cryptogramme dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein et qui, correctement disposées, formerait une phrase intelligible. Voilà. Maintenant, retranscris avec la machine ma traduction. Et par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. Comme je pense, il y a peut-être là l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ces deux écritures ne sont pas de la même main. Le cryptogramme est postérieur au livre. Je suis donc conduit à penser que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ces caractères mystérieux, mais qui diable était ce possesseur? Ah, il y a des caractères à demi effacés au bas du parchemin. Axel, passe-moi ma loupe. Oui, tenez, mon oncle. Arn Saknussemm. Mais c'est un nom, cela. Et un nom islandais encore. Celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. Pourquoi ce Saknussemm n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme le secret de quelque découverte? Cela doit être ainsi. Cela est. Mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes? Que le sais-je? Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi avec Saturne?
D'ailleurs, nous verrons bien. J'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni sommeil ni nourriture avant de l'avoir trouvé. Ni toi non plus. Bon. Ce Saknussemm était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, c'est-à-dire le latin. Oui, mais du latin brouillé. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée selon une loi qu'il nous reste à découvrir. Celui qui détiendrait la clé le lirait couramment. Voyons. Mais c'est une casse... Ah, ça ne veut rien dire. C'est... Ça n'a pas le sens commun. J'ai trouvé la clé, professeur. Mais quelle clé, Axel? La clé de la porte? Mais non, la clé du document. Tenez, lisez. Ah, mais cela ne veut rien dire. Commençons par le début, mais en commençant par la fin. Oui, là. Ingénieux Saknussemm. Tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers. In Sneffels Joculis Craterem Kem Delibat Descends dans le cratère de Yukul de Schneffel. Umbras Cartarit Juli Intra Calendas Decende Que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Audace Viator Voyageur audacieux. Et Terrestre Centrum Attinges Et tu parviendras au centre de la Terre. Que Ce feci que j'ai fait. Arne Saknussemm. Quelle heure est-il donc? 3 heures. Très bien. Fais immédiatement le mal, Axel, et la tienne. Mais qu'est-ce que ce Yukul de Schneffel dont je n'ai jamais entendu parler? Jökull signifie glacier en islandais. En Islande, la plupart des éruptions se font à travers les couches de glace. Le Sneffels est une montagne haute de 5000 pieds et à coup sûr la plus célèbre du monde si son cratère aboutit au centre de la Terre. Mais c'est impossible. Impossible. Pourquoi cela? Et parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves et les roches brûlantes. Mais si c'est un cratère éteint. Le nombre de volcans en activité à la surface de la Terre est actuellement de 300 environ. Mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or, le Sneffels compte parmi ces derniers. Et depuis les temps préhistoriques, il n'a jamais eu qu'une seule éruption. En 1219. Mais que signifie le mot Scartaris? Et que viennent faire les calendes de juillet? Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière. Cela prouve les soins avec lesquels Saknussemm a voulu préciser sa découverte. Le Sneffels s'est formé de plusieurs cratères. Il y avait donc nécessité de préciser lequel d'entre eux mène au centre de la Terre. Et qu'a fait le savant islandais? Il a remarqué qu'aux approches des calendes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartaris, projetait son ombre jusqu'à l'entrée du cratère en question. Pouvait-il imaginer indication plus précise? Et une fois arrivé en haut du Sneffels, nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre? Mais toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. Toutes les théories disent cela. Oh, les vilaines théories. Qu'est-ce qu'elles vont nous gêner, ces théories? Oui, il est parfaitement reconnu que la température augmente d'1 degré par 70 pieds de profondeur en dessous de la surface du globe. Or, en admettant cette proportionnalité constante, le rayon terrestre étant de 1500 lieues, il existe au centre de la Terre une température qui dépasse 200 000 degrés. Ainsi donc, c'est la chaleur qui t'embarrasse. Tu as peur d'entrer en fusion. Mais viens donc, malheureux, ta malle n'est même pas prête. Nous partons donc? Oui, Axel. Nous partons pour un voyage au centre de la Terre. Je pris place dans la voiture. Les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop, sur la route d'Altona, véritable banlieue de Hambourg. À cette heure, nous étions assis l'un en face de l'autre, dans le même compartiment. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement, nous étions partis. 3 heures après notre départ, notre train s'arrêtait à Kiel, à 2 pas de la mer.
Nous embarquâmes sur le steamer Eleonora pour débarquer à 7 h du matin à Corsair, petite ville située sur la côte occidentale du Zélande. Là, nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer pour 3 heures de voyage. Puis, une petite goélette danoise, la Valkyrie, mit le cap sur Reykjavik. À notre arrivée sur le conseil de M. Fredriksson, professeur de sciences naturelles à l'école de Reykjavik, mon oncle engagea un guide, un chasseur d'eider, fort habile, qui parlait parfaitement le danois. Ce personnage grave, flegmatique et silencieux se nommait Hans. Il nous accompagne donc? Oui, Axel, jusqu'au centre de la Terre. Scartaris! Eh oui, c'est ça, Hans. Scartaris. Grimpons. Axel, regarde sur ce bloc, en caractère runique, à demi rangé par le temps. Ce nom 1000 fois maudit, Arne Saknussen. Douteras-tu encore? Des 3 routes ouvertes sur nos pas, une seule a été suivie par Saknussen. Nous devons la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme. On peut en effet considérer le pic aigu du Scartaris comme un immense cadran solaire dont l'ombre marquera le chemin du centre du globe. Or, si le soleil vient à manquer, pas d'ombre. Si le ciel reste couvert pendant 6 jours, nous devrons remettre l'opération à l'année prochaine. Après 4 jours de mauvais temps et de ciel couvert, le soleil versa ses rayons à flot dans le cratère. À midi, dans sa période la plus courte, l'ombre du Scartaris vint lécher lentement le bord de la cheminée centrale. C'est là. C'est là! Forward! Oui, Hans, en avant! Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tronc blanc évasé, et la comparaison m'épouvantait. La descente commença et se fit dans un profond silence, troublé seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Voici arrivé au fond de la cheminée perpendiculaire. Il n'y a donc pas d'autres issues? Si, une sorte de couloir que j'aperçois et qui oblique vers la droite. Nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles de la Terre. Allumez vos appareils de Ruhmkorff. Cette ingénieuse application de l'électricité va nous permettre d'aller longtemps en créant un jour artificiel, même au milieu des gaz les plus inflammables. Allez, en route! Nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. Elle se sépare à présent en 2 routes étroites. Laquelle faut-il prendre, mon oncle? Nul indice ne peut déterminer notre choix. Il faut s'en remettre absolument au hasard. Le tunnel de l'Est. Pourvu que le vieux volcan ne vienne à se reprendre d'une fantaisie tardive. En route!
Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la Terre. Depuis une demi-heure, les pentes se modifiaient et à l'y suivre ainsi, nous revenions certainement à la terre d'Islande. Chaque pas le confirmait et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite fiancée, Grauben. C'est évident, les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la Terre. Ces schistes, ces grès, ces calcaires. Et nous tournons le dos au massif granitique. Voyez, mon oncle, voyez. Eh bien, ce n'est que le fossile d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites, pas autre chose. Mais n'en concluez-vous pas? Ce que tu en conclus toi-même. Nous avons abandonné la couche des granites et la route des laves. Il est possible que je me sois trompé. Mais je ne serai certain de mon erreur qu'après avoir atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle. Et je vous approuverai si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Lequel? Le manque d'eau. Eh bien, nous nous rationnerons, Axel. Nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans dire un mot. Le mutisme de Hans nous gagnait. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route, que je commençais à croire interminable, quand soudain, à 6 heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y a aucun passage. Nous sommes arrivés au fond d'une impasse. Eh bien, tant mieux. Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Saknussemm. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour. Avant 3 jours, nous aurons atteint le point où les 2 galeries se bifurquent. Oui, si nous en avons la force. Et pourquoi non? Mais Hans, non! Parce que demain, l'eau manquera tout à fait. Et le courage? Manquera-t-il aussi? Ainsi que je l'avais prévu, l'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Je trouvais la température étouffante. La fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. Enfin, le mardi 7 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-mort au point de jonction des 2 galeries. Axel? Axel? Bois. Bois, mon garçon. Une gorgée d'eau. La dernière, entends-tu bien? Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. 20 fois, 100 fois, j'ai résisté à mon effrayant désir de la boire, mais non, Axel. Je l'avais gardée pour toi. Oui, je savais qu'arrivé à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort, et j'ai gardé ces quelques gouttes d'eau pour te ranimer. Merci, mon oncle. Maintenant, nous n'avons qu'un parti à prendre. L'eau nous manque. Il faut revenir sur nos pas et reprendre le chemin du Schnüffel. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. Revenir? Ainsi donc, ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas redonné courage et énergie? Quoi, vous ne voulez pas? Renoncer à cette expédition au moment où tout annonce qu'elle peut réussir? Alors il faut se résigner à périr. Non. Non, Axel, non. Je ne veux pas ta mort, pars. Que Hans t'accompagne, laisse-moi seul. Vous abandonnez? Laisse-moi, te dis-je. J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout, ou bien je n'en reviendrai pas. Je ne veux pas vous abandonner au fond de cet abîme, même si mon instinct de conservation me pousse à fuir. Hans! Fais entendre raison, mon oncle, il faut fuir, je t'en supplie. Master! Mais Master, il n'est pas le maître de ta vie! Il faut l'entraîner! M'entends-tu, me comprends-tu? Du calme, Axel. Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. Ainsi, voici ce que je te propose. Comme Christophe Colomb a demandé 3 jours à ses équipages pour découvrir des terres nouvelles.
Ces équipages, malades et épouvantés, ont fait cependant droit à sa demande et il a découvert le nouveau monde. Moi, le colon de ces régions souterraines, je te demande encore un jour. Si ce temps écoulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la Terre. Eh bien qu'il en soit fait comme vous désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route! Voilà les terrains primitifs. Nous sommes sur la bonne voie. Marchons, marchons. C'est la bonne voie. Marchons, marchons. À travers les taches du schiste, colorées de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre de manganèse avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avide humanité n'aura jamais la jouissance. Au schiste succédèrent les granites, puis les mécaschistes, disposés en grandes lamelles, rehaussés à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils de Ruhmkorff se répercutait sur les petites facettes de la masse rocheuse. Je m'imaginais à voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Stine. Qu'y a-t-il? De l'eau. De l'eau. Va. Nihil. Judicieux. Il repère l'endroit où la paroi est la plus fine. Style. Killen Erder. Merveilleux. Merveilleux. L'eau est bouillante, c'est de l'eau à 100 degrés. Eh bien, elle refroidira. Scott. Mais c'est de l'eau ferrugineuse? Excellente pour l'estomac et d'une haute minéralisation. C'est une fameuse ressource que Hans se procure là. Ainsi, je propose qu'on donne son nom à ce ruisseau salutaire. Nous le nommerons Hans Bach. Et il guidera ce qu'il réfléchira. Allez, en route! Arrêtons-nous un instant. Je vais d'abord faire des calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, dès mon retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations ont un degré suffisant de précision. Oui, certes, j'ai noté avec soin les angles, les pentes. Je suis sûr de ne pas me tromper. Mais voyons d'abord où nous sommes. Axel, prends la boussole et dis-moi la direction qu'elle indique. Est quart sud-est. Bien. J'en conclus que nous avons fait 85 lieues depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique. Parfaitement. Et peut-être qu'une tempête se déchaîne en ce moment, et que des navires sont secoués au-dessus de nos têtes par les flots et l'ouragan, C'est possible, en effet. et que les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison. Ne t'inquiète pas, elles ne parviendront pas à l'ébranler. Mais revenons à nos calculs. J'estime à 16 lieues la profondeur atteinte. 16 lieues, mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Et suivant la loi de l'accroissement de la chaleur, une température de 1500 degrés devrait exister. De vrai, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide, elle serait en pleine fusion. Eh bien, tu vois qu'il n'en est rien et que selon leur habitude, les faits viennent démentir les théories. Ah, je suis forcé d'en convenir, mais cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre. Oui.
26 degrés 6 dixièmes. Alors, qu'as-tu à répondre? Rien, mon oncle. Consulte le manomètre maintenant. Oh! Qu'y a-t-il, Axel? Une pression considérable. Eh bien, tu vois, en descendant lentement, en nous habituant peu à peu à la densité de l'atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Sauf quelques douleurs d'oreille. Cela ne sera rien. Tu feras vite disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Ah! Hey. Allez. Ah. Voilà. Hans. Oh là! C'est vrai, mon oncle, qu'il y a un certain plaisir à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage, mon oncle? Oui, un sourd finirait par y entendre à merveille. Mon oncle! Axel! Axel! Hans! Axel! Axel! Comme c'est curieux. Hans! Mon oncle! Attendez-moi, où êtes-vous? Attendez-moi! Où êtes-vous? Attendez-moi! Où êtes-vous? Attendez-moi! Je suis perdu. Un peu de calme, je suis sûr de les retrouver, il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. Puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. À moins que ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, il n'eût eu la pensée de revenir en arrière. Mais même dans ce cas, à me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Hans, mon oncle! Je suis perdu à une profondeur incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pèsent sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sens écrasé. Et il me faut mourir de la mort la plus effroyable. Et mon corps fossilisé sera peut-être retrouvé un jour à 30 lieues dans les entrailles de la terre et soulèvera de grandes questions. Et je ne reverrai jamais ma petite Graubin, ma fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait chaque jour à classer les pierres précieuses de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une grande minéralogiste que mademoiselle Graubin. Elle en eût remontré à plus d'un savant. Elle aimait approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avons passées à étudier ensemble. Et combien j'enviais le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. C'est une hallucination, j'entends une voix, mais c'est la voix de Hans. Je ne sais ce que signifient ces mots, et si je les entends, ils doivent m'entendre. Hans, où êtes-vous? Je suis là. Hans! Axel! Axel! Hans! Mon oncle! Axel! Est-ce toi, mon garçon? Oui, mon oncle! Où es-tu, mon enfant? Je suis perdu! Dans la plus profonde obscurité! Mais ta lampe Éteinte! et le ruisseau! Disparu! Écoute-moi, Axel! Si nos voix peuvent se réunir, c'est par un pur effet d'acoustique. Nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne désespère pas, Axel. C'est déjà quelque chose de s'entendre. Il faut monter! Ou descendre! Il faut descendre, toujours descendre. Voici pourquoi. Nous sommes arrivés, Hans et moi, en un vaste espace où aboutissent un grand nombre de galeries. Relève-toi donc, marche, rampe s'il le faut, laisse-toi glisser le long des pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon garçon, en route! Mon oncle! Hans! Où êtes-vous? Mon oncle! Hans! Mon oncle! Ouh! Hans! Mon oncle! Ouh! Axel. 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 Il vit. Il vit. Good day, Axel.
mon oncle. Hans. Comment suis-je arrivé là? Dans un torrent de pierre. Il faut en conclure qu'une partie du massif a glissé avec toi. Il est étonnant que tu ne sois pas mort 1000 fois. Hanna Solil Delil. Mais par Dieu, nous nous séparons plus. Vous dites que me voilà sain et sauf. Sans doute. J'ai tous mes membres intacts. Certainement. Et ma tête? Ta tête, à part quelques contusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Sommes-nous revenus à la surface du globe? Non, Axel. Alors, il faut que je sois fou. Car j'aperçois la lumière du jour. J'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. M'expliquerez-vous? Je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable. Mais il ne faut pas perdre de temps. La traversée peut être longue. La traversée? Oui, il faut embarquer. Quoi? Nous embarquer? Oui, Axel, viens, vite. Nous embarquer? Avons-nous un fleuve, un lac à notre disposition? Un bâtiment est-il mouillé dans quelque port intérieur? La mer, mon enfant. La mer Lidenbrock. Et j'aime à croire qu'aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et de l'avoir nommée de mon nom. Il y a une lumière spéciale. Le pouvoir éclairant de cette lumière n'a rien à voir avec le soleil. Sa diffusion tremblotante, sa blancheur pâle et sèche, la faible élévation de sa température accuse évidemment une origine électrique. C'est comme une aurore boréale. Un phénomène cosmique continu qui remplit cette caverne capable de contenir un océan. Le mot caverne n'est pas juste pour dépeindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine suffisent-ils pour qui s'aventure au centre du globe? Qui n'eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, ses brises et ses tempêtes. La science, mon garçon, est faite d'erreurs. Mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent peu à peu à la vérité. À quelle profondeur sommes-nous, mon oncle? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse se situe au-dessus de nous. Et les monts Grampians élèvent à une hauteur formidable leurs cimes recouvertes de neige. C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais homme n'eût pu lui donner de telle portée que sont les arches de nos ponts, les arceaux de nos cathédrales, auprès de cette nef d'un rayon de 3 lieues sous laquelle un océan et ses tempêtes peuvent s'y développer à leur aise. Je ne crois pas que le ciel nous tombe sur la tête, mon oncle. Quels sont vos projets? Dis-moi, as-tu la force de te promener un peu? Oui, mon oncle. Bien. Alors, prends mon bras. Et suivons les sinuosités de ce rivage. Et suivant les sinuosités de sa rivage. Bien, Hans, bien, bien. En route! Regardez, mon oncle! C'est incroyable! Eh bien, ce n'est qu'une forêt de champignons. Oui, mais haut de 30 à 40 pieds! Ils sont là par milliers! Spisse les champignons. Oui, Hans, ils sont comestibles. Ce sont des Lacaria lacata, mais géants. Allons, reprenons notre expédition. Plus loin s'élevait par groupes un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustes de la terre, avec des dimensions phénoménales. Étonnant, magnifique, splendide. Regarde, Axel,
Regarde, jamais botaniste ne s'est trouvé en pareille fête. Vous avez raison, mon oncle, nous nous trouvons en présence d'une serre antidiluvienne. Tu as peut-être raison en disant qu'il s'agit d'une serre, mais il s'agit peut-être aussi d'une ménagerie. Une ménagerie? Oui. Regarde, la mâchoire d'un mastodonte. Oh! Ici la molaire d'un dinothorium! Mais si des animaux antidiluviens ont vécu ici, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore dans les parages? Tu as peut-être raison. Vite, regagnons le rivage. Ainsi donc, mon oncle. Voici le radeau sur lequel nous prenons passage. En quel bois est-il? Du pin, du sapin, toutes sortes de conifères du Nord, minéralisés sous les actions des eaux des mers. Est-ce bien possible? C'est ce qu'on appelle du surtarbre en dur, ou bois fossile. Et un mât fait de 2 bâtons jumelés avec une voile empruntée à nos couvertures. Est-ce bien raisonnable, mon oncle? Axel, donnons ton nom à ce premier port. Je préfère vous en proposer un autre. Et lequel? Port Grauben. Cela fera très bien sur une carte. Va pour Port Grauben. Bientôt, toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Oh, master, il fils. C'est un esturgeon. Je ne partage pas ton opinion. Ce poisson appartient à une race disparue depuis des siècles dont on retrouve les traces fossiles dans les terrains dévoniens. Comment nous serions pu prendre vivant un habitant de ces mers primitives? Et tenir un de ces êtres vivants est un véritable bonheur de naturaliste. Et à quelle famille appartient-il? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides de genre... Eh bien? Perictis, j'en jurerais. Perictis. Celui-ci offre une particularité que l'on rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle? Il est aveugle. Aveugle? Oh, Oui, oh. non seulement il est aveugle, mais l'organe de la vue lui fait totalement défaut. Vous semblez inquiet, mon oncle? Inquiet, non. Impatient, alors? On le serait à moins. Cependant, nous marchons à une vitesse... Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, Mais c'est la mer qui est trop grande. Cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée ou même de l'Atlantique, pourquoi pas? Mais nous ne descendons pas, tout cela est du temps perdu. Je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Une partie de bateau sur un étang. Oh. Master, tribord! C'est un marsouin colossal. Et là, un lézard des mers d'une hauteur peu commune. Crocodile! Ils se précipitent l'un sur l'autre. Attention, mon oncle! Par tous les diables, nous sommes perdus! Heureusement,
Le vent qui soufflait avec force nous permit de fuir rapidement le théâtre de la lutte. J'espère que les Ichthyosaurus. Oui, eh bien, j'espère qu'il est rentré chez lui, hein, mon oncle? Ichthyosaurus. Master, der nerf. Qu'est-ce que t'as vu, Hans? Der nerf. Oh! Une gerbe immense au-dessus des flots. Encore un animal marin? C'est possible, mais il doit être d'une taille surnaturelle. Fuir serait se conformer à la loi de la plus vulgaire prudence, mais nous ne sommes pas ici pour être prudents. Mais comment, mon oncle? Nous n'allons pas courir à l'insensé vers cette masse puissante que 100 baleines ne nourriraient pas pour un jour. Ah, je n'irai pas plus loin. Holm. Mais oui, une île. Ah, une île! Eh bien, Axel, pour saluer ton courage, nous nommerons cette île l'île Axel. Holm, Axel. Merci, mon oncle, mais fallait pas. C'est quoi cette gerbe d'eau? Geyser. Mais oui, un geyser. Un geyser pareil à ceux de l'Islande. D'ailleurs, geyser est un mot islandais, qui veut dire fureur. Ah, fureur. Non, fureur. Ah, fureur, pas fureur. Non. L'air est lourd. La mer est calme. Des d'Oliver Kama. Oui, Hans. Voilà un mauvais temps qui se prépare. Ces nuages s'abaissent sur la mer comme pour l'écraser. Amenons la voile. Abattons le mât, ce sera plus prudent. Non, 100 fois non, mais que l'orage nous saisisse, que le vent nous emporte, mais que j'aperçoive enfin les rochers d'un rivage. Oh, mon oncle, une boule de feu! Attention au baril de poudre! Cette boule de feu a aimanté tout le radeau! Hé, Master! Clipper! L'île Forula! Mon oncle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rocher droit devant. Ah! Ce qui se passa au choc du radeau contre les écueils de la côte, je ne saurais le dire. Et si j'échappais à la mort, c'est que le bras vigoureux de Hans me transporta hors de la portée des vagues sur un sable brûlant où je me trouvais côte à côte avec mon oncle. Eh bien, mon garçon, as-tu bien dormi? Je me sens encore brisé, mais cela n'est rien. Bien. Vous semblez bien gai, mon oncle. Enchanté, mon garçon. Nous sommes arrivés. Au terme de notre expédition, Non, mais au bout de cette mer qui n'en finissait pas, nous allons enfin reprendre le chemin de la Terre et nous enfoncer véritablement au centre du globe. mon oncle, permettez-moi une question. Je te le permets, Axel. Et le retour? Le retour. Ainsi donc tu penses revenir alors que nous ne sommes pas arrivés. Je veux seulement savoir comment il s'effectuera. Mais de la manière la plus simple du monde. Il nous faut arriver au centre du sphéroïde. Ou bien nous trouverons une nouvelle route pour remonter à la surface, ou nous reviendrons tout bourgeoisement par le chemin déjà parcouru. Et les provisions, en reste-t-il assez pour accomplir toutes ces grandes choses? Ah oui, certes. Hans est un garçon formidable. Il a travaillé pendant que nous dormions, il a sauvé la plus grande partie de la cargaison. Le baril de poudre qui a failli sauter pendant la tempête. Et les instruments, mon oncle. Ils sont là, en parfait état. Et tout d'abord, le manomètre. Mamomètre. Le plus précieux de tous. Celui pour lequel j'aurais donné tous les autres. Avec lui, j'ai pu calculer la profondeur et savoir exactement quand nous serons au centre. Sans lui, nous risquons d'aller au-delà et de ressortir par les antipodes. C'est là le manomètre, le baril, les sacs. Hans. Mais où sommes-nous, mon oncle? Eh bien, le vent me paraissait constant. Je suppose donc que nous sommes au sud-ouest de Port Graube. Il est facile de s'en assurer en consultant la boussole. Oh!
Qu'y a-t-il, Axel? Mais la fleur de l'aiguille marque le nord, là où nous supposions le midi. Elle se tourne vers la grève au lieu de montrer la pleine mer. Pourtant, elle a l'air en parfait état, mais qu'est-ce qui... Incident. S'il n'y a pas à en douter. Il nous saute devant ces produits dont je ne me suis pas aperçu. Il nous a ramenés vers le rivage que nous croyions laisser derrière nous. Nous avons reculé au lieu de marcher en avant. La fatalité me joue de pareils tours. Les éléments conspirent contre moi. L'eau, l'air, le feu combinent leurs efforts pour me barrer la route. Mais l'on saura ce qui peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'une nuit. Et nous verrons qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. Mais, puisque la fatalité m'a poussé vers ce rivage, je ne partirai pas sans l'avoir exploré. Eh bien, allons à sa découverte, mon oncle. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires, lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense où les générations de 10 siècles confondaient leurs éternelles poussières. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antéhistoriques et de ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. Nous nous trouvons devant une collection de leptotherium, de méricotherium, de lophodion, d'anaplotherium, de mastodontes, de protopithèques, de ptérodactyles. Oh, mon oncle! Master! Une tête humaine! Oh, une tête humaine. Oh, sombre déesse où tout rentre s'efface. Accueille tes enfants en ton sein étoilé. Affranchis-les du temps, du nombre et de l'espace. Et rends-les en le repos que la vie a troublé. Messieurs, oh, j'ai l'honneur de vous présenter un homme du quaternaire. Un seul, d'une nature particulière, comme celui du cimetière Saint-Michel à Bordeaux, l'a ainsi conservé pendant des siècles. De grands savants ont ignoré son existence, d'autres non moins grands l'ont affirmé. Les saint Thomas de la paléontologie, s'ils étaient là, le toucheraient du doigt et seraient bien obligés de reconnaître leur erreur. Je sais bien. Pardon. Je sais bien que la science doit se mettre en garde contre de telles découvertes. Je n'ignore pas qu'exploitation des hommes fossiles en ont fait les Barnum et autres charlatans de même farine. Mais ici, le doute seul serait une injure à la science. L'homme du quaternaire est là. Vous pouvez le voir, le toucher, et, à moins qu'il n'y soit venu en touriste, en pionnier de la science comme moi, je ne puis mettre en doute l'authenticité de son antique origine. Bravo, professeur, bravo. Professeur! Alors, jusqu'ici, les monstres marins, les poissons, seuls nous sont apparus vivants. Mais quel homme de l'abîme erre-t-il encore sur ces grèves désertes? Professeur? Oh, professeur! Un être semblable à nous, là, ici. Sa taille dépasse 12 pieds. Sa tête est grosse comme celle d'un buffle. Venez, mon oncle, nous pourrions être aperçus. Venez. Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés. Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Miam miam! Nulle créature humaine n'existe dans ce monde terrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe sans se soucier des habitants de la surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. Alors j'ai venu admettre l'existence de quelque animal.
dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelques singes de la première époque géologique, de quelques protopithèques semblables à celui que M. Larté découvrit dans le gîte ossifère de 500. Oui, mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les données de la paléontologie moderne. N'importe, un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit, mais un homme. Un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la Terre. Non, ça, jamais, jamais, jamais. Bon, nous n'avons plus rien à faire ici, le mieux est de retourner au radeau. Oui, qu'est-ce qui brille là? Qu'est-ce que c'est donc? Oh, un poignard! Tiens, tu avais emporté cette arme avec toi, Axel? Non, aucunement, et vous, mon oncle? Moi, je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Et toi, Hans? Nee. Ah, voilà qui est particulier. Est-ce l'arme d'un guerrier antédiluvien? Non, ce n'est pas un outil qui lâche de pierre, ni même de bronze, cette lame est d'acier! Du calme, Axel, du calme. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague d'origine espagnole. Ah! Oh! Hans! Hans. Alors, oserez-vous dire? Nous sommes sur la voie d'une grande découverte. Ce poignard est resté abandonné dans le sable depuis 3 siècles. Il n'est pas venu tout seul, quelqu'un nous a précédés, enfin. Oui, un homme, hein? Et cet homme a gravé son nom avec son poignard. Regarde, Axel, les initiales du hardi et fantastique voyageur. Ah, le sac du ciel. Oh, merveilleux génie. Tu n'as rien oublié de ce qui devait ouvrir à d'autres mortels l'écorce terrestre. Ton nom, gravé d'étape en étape, conduit le voyageur assez audacieux pour te suivre au centre même de notre planète. À d'autres regards que les tiens, tu as offert la contemplation de ces merveilles. Eh bien, moi aussi, j'irai graver de mon nom cette dernière page de granit. Mais que dès à présent, ce cap, vu par toi, auprès de cette mer, découverte par toi, soit à jamais le cap Saknussemm. Oh, cap Saknussemm! Ah, alors là, mon oncle, à la vue de ces 2 lettres gravées là depuis 300 ans, je demeure dans un ébahissement voisin de la stupidité. Non seulement la signature du savant alchimiste se lit sur ce roc, mais encore le stylet qu'il a tracé est entre mes mains. Alors, à moins d'être d'une ainsi mauvaise foi, je ne peux plus mettre en doute la réalité du voyage et l'existence du voyageur. Ah, mon oncle! Savez-vous, mon oncle, que nous avons été singulièrement servis par les circonstances jusqu'ici? Ah, tu trouves, Axel? Même la tempête nous a remis sur le droit chemin. Béni soit l'orage. Il nous a ramenés jusqu'à cette côte d'où le beau temps nous est éloigné. Supposez un instant que nous eussions touché dans notre proue les rivages méridionaux de la mer d'Hidalgo. Que serions-nous devenus? Le nom de Saknussemm n'aurait pas apparu à nos yeux, et nous serions en ce moment abandonnés sur une plage sans issue. Il y a quelque chose de la providence à ce que, voguant vers le sud, nous nous retrouvions précisément au nord et au cap Saknussemm. Il y a là un fait dont l'explication m'échappe totalement. Oh, il n'a pas expliqué les faits, mais à en profiter. Sans doute, mon garçon, sans doute. Nous allons passer sur les contrées septentrionales de l'Europe, de la Suède, de la Sibérie, que Oui. sais-je? Nous allons descendre, encore descendre, Et- toujours descendre. Toujours descendre. Mais auparavant, mon oncle, examinons cette nouvelle galerie. Toujours descendre. Maudit roc! Egen Enkel. Oui, Hans, tu as raison. À droite, à gauche, en haut, en bas. Aucun passage, aucune bifurcation. Nul interstice. Mais alors, Saknussemm a-t-il été arrêté par cette porte de pierre? C'est un obstacle qu'il n'a jamais rencontré. Si nous ne le renversons pas, nous sommes indignes d'arriver au centre du monde. Eh bien, à coups de pic, à coups de pioche, faisons notre route, renversons ces murailles. Mais c'est trop dur pour le pic. Alors la pioche. C'est trop long pour la pioche. Alors la poudre, la mine, minons, et renversons cet obstacle. La poudre? Faisons un trou pouvant contenir 50 livres de fulmicoton, dont la puissance expansive est, Axel... 4 fois plus grande que la poudre à canon, mon oncle. Ah, prépare une mèche. Nous passerons. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors feu, mon garçon.
Master, Misty, Ah hop! oui, hein, nous montons. Nous montons? Oui, nous sommes dans un puits étroit qui n'a pas 3 toises de diamètre. L'eau arrivée du fond du gouffre reprend son niveau et nous remonte avec elle. Où mon oncle? Je l'ignore, Axel, mais il faut être prêt à toute éventualité. Nous montons à une allure que j'estime à 2 toises par seconde, ce qui fait 120 toises à la minute, ou plus de 3 lieues et demie à l'heure. À ce train-là, on fait du chemin. Si rien ne nous arrête, si le puits a une issue, mais si les bouchers, si les Axel, ce compris le peuple sous la colonne d'eau nous en être écrasés. Axel, la situation est presque désespérée, mais il reste encore une chance de salut. C'est cela que j'examine. Quoi faire? La chaleur s'accroît d'une manière inquiétante et doit atteindre à ce moment les 40 degrés. L'écorce minérale menace de se rompre, le massif granitique de se rejoindre le vide, de se remplir. Tous les symptômes d'un tremblement de terre, Je mon ne oncle. partage pas ton opinion, mon garçon. Quoi? Vous ne reconnaissez pas les symptômes? D'un tremblement de terre, non. Non, j'attends mieux que cela. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une éruption. Ah, Axel, une éruption. Comment nous sommes pris dans la cheminée d'un volcan d'activité? Je le pense, et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Comment ça de plus heureux, mon oncle? Oui, c'est la seule chance que nous ayons de remonter à la surface. Master! Où sommes-nous? En Islande? Near Comment non? Eger Islands Landscape. En effet, cela ne ressemble pas à l'Islande. Cela n'a pas l'aspect de l'Arctique. Nous sommes en Asie, sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour arriver aux antipodes de l'Europe. Que dit la boussole? À l'en croire, nous avons toujours marché vers le nord. Elle a donc menti. Menti? À moins que ceci ne soit le pôle Nord. Le pôle Nord. Oh! Regardez les habitants de cette heureuse contrée. Bonjour les enfants. Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami? What is the name of this mountain, dear friend? Cosa ha detto? Italiano. Sì! Qual è il nome di questa montagna? Il mio amico. Stromboli! Stromboli. Mais alors, ce volcan dressé à l'horizon du sud, c'est l'Etna? Le farouche Etna lui-même? Quel voyage, quel merveilleux voyage. Entrer par un volcan et en sortir par un autre. Et cet autre est situé à 1200 lieues du Schneefel. Mais alors la boussole? La boussole qui indiquait le nord, comment expliquer ce fait? Il ne faut pas l'expliquer. C'est plus facile. Le 9 septembre au soir, nous arrivions à Hambourg. La ville donna une fête en notre honneur, où le professeur fit le récit de son expédition et n'omit que les faits relatifs à la boussole. Alors mon oncle devint un grand homme, et moi, le neveu d'un grand homme, ce qui est déjà quelque chose. Quelque temps après, en triant des documents dans le cabinet de mon oncle, je retrouvai ma fameuse boussole. Je me mis à l'observer. Oh! Professeur! Qu'y a-t-il, Axel? La boussole! Eh bien, Son aiguille marque le sud et non le nord. comment cela? Ses pôles sont changés. Changé. Évidemment! Mais ainsi donc, notre erreur s'explique alors.
Mais qu'est-ce qui a pu provoquer ce renversement d'épaule? Rien de plus simple. Pendant l'orage sur la mer de Lidenbrock, cette boule de feu qui a aimanté le radeau a désorienté notre boussole. Nous avons cru revenir à l'arrière alors que nous avions bien traversé la mer Lidenbrock. En définitive, nous sommes toujours allés de l'avant. Incident, c'était un coup de l'électricité. Oui, mon oncle, un coup de l'électricité. Axel Mon ami, tu repars pour Reykjavik? Hans, retour Cap Saknussemm. Ton absence ne nous fera jamais oublier que tu nous as sauvé la vie, Hans. Farewell, Axel. Farewell, Hans. Farewell. Farewell. Au revoir, Hans. À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants et moi le plus heureux des hommes. Car ma jeune Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans notre maison à la double qualité de nièce et d'épouse. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Et Otto Lidenbrock devint membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde.